Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue dans cette émission African View Débat. Cette émission est consacrée à l'actualité africaine, sur tous les domaines, politiques, économiques, culturels, historiques, et aussi avoir des invités de grandes personnalités. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Amidouli. Il est le leader de la génération Sopi Dakhaline, et aussi il est membre de la Fédération des organisations républicaines sénégalaises. Ensuite, il est membre de la société civile sénégalaise. Il est aussi président fondateur du mouvement pour la réforme et la défense de la République. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté mon invitation. Alors, c'est tout d'abord un plaisir pour nous. Nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes aujourd'hui. J'aimerais saluer tous les Africains qui nous suivent à travers ta chaîne et j'aimerais aussi encourager cette initiative. Aladi. Je te remercie beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, monsieur. Quelle analyse faites-vous sur la situation du Mali, monsieur? Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on ait une pensée pieuse pour toutes les personnes qui dernièrement ont disparu, malheureusement, suite à la pandémie du coronavirus en Afrique. J'aimerais qu'on ait une pensée pieuse pour ces âmes-là. J'aimerais aussi que tous ensemble, on sache que seule l'union pourrait nous amener aujourd'hui à changer la situation dont vous parlez, c'est-à-dire la situation africaine. Et que c'est dans cette union-là que nous pouvons non seulement éradiquer la pauvreté, mais que nous pouvons vaincre tous les fléaux qui s'abattent sur nous. Aujourd'hui, la situation africaine, dans le cadre général, je pense que tout le monde en est témoin. Tout le monde en est témoin que l'Afrique souffre de plus en plus. Alors qu'on est au XXIe siècle. Aujourd'hui, l'Afrique devrait évoluer. Étant donné que nous sommes le berceau de l'humanité, nous devrions être un continent en voie de développement. Alors qu'on est dans le sens contraire, c'est-à-dire que l'Afrique est en régression. Mais je pense que tout ceci a une raison et nous aurons l'occasion d'en parler pendant l'émission. Oui, bien sûr, monsieur. Donc, pouvez-vous nous parler de votre mouvement citoyen et quelle est votre ambition et programme? Alors, pour moi, c'est un honneur et un plaisir. Aujourd'hui, je dirige un mouvement citoyen sénégalais qui est implanté un peu partout dans la diaspora, notamment au Sénégal. Ça s'appelle le Mouvement pour la réforme et la défense de la République. Donc, avec le slogan « Génération Sopi Dakhaline », comme l'indique son slogan, la génération, donc Sopi Dakhaline veut simplement dire les changements de comportement qui devront avoir lieu, notamment sur toutes les scènes, dans tous les secteurs d'activité, pour nous, Africains, et pour nous, Sénégalais. Donc, ce mouvement-là est né en 2007 à Paris, et nous avons implanté des cellules un peu partout. Aujourd'hui, nous nous battons tous les jours pour que les Sénégalais, pour que les Africains retrouvent leur liberté d'expression, pour que la justice soit une justice impartiale, pour que beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui comme inégalité dans le monde et surtout en Afrique puissent disparaître. Nous nous battons contre la pauvreté au Sénégal. Nous essayons d'aider les immigrés qui sont un peu partout en Afrique, notamment les étudiants. Tout dernièrement, à travers le coronavirus, nous avons lancé des campagnes de levée de fonds qui nous a permis d'aider des jeunes étudiants africains. Nous l'avons lancé en France, nous l'avons lancé aux États-Unis, à travers une campagne aux États-Unis qui s'appelait Unity Covid-19 et en France, Solidarité Covid. Tout ça font partie du programme du mouvement pour la réforme et la défense de la République. C'est un mouvement citoyen sénégalais, mais c'est un mouvement qui aide pas seulement les Sénégalais, mais qui aide aussi les Africains, qui aide toutes les personnes qui sont dans le besoin, quelle qu'elle soit sa nationalité. Mais c'est un mouvement qui agit particulièrement aujourd'hui dans le social pour les Sénégalais de la diaspora, mais pour les Sénégalais du Sénégal, mais qui aussi agit dans la politique sénégalaise, qui s'implique dans toutes les campagnes, dans toutes les élections. Voilà. Et nous avons eu la possibilité de participer à la dernière campagne présidentielle à travers une coalition qui nous a permis de nous faire connaître un peu plus. C'est vraiment intéressant, monsieur. Donc, parlons de votre vision et de plan de relance. Alors, quelle est votre vision et plan de relance pour l'Afrique et le Sénégal en un mot? Alors, vous savez, quand on parle de vision et plan de relance,
Aujourd'hui, l'économie africaine est en baisse. Je pense que ça, on va pas revenir sur les statistiques ni quoi que ce soit. Mais est-ce que, Aladji, vous avez entendu parler depuis le début de la pandémie, vous avez entendu une personne parler d'un plan de relance à l'africaine? Non. Encore. Nous parlons d'emprunter de l'argent. Oui, mais si on continue à s'endetter, nous ne pourrons jamais être relancés. Pourtant, nous avons des ressources minières, voilà. Nous avons beaucoup de choses qui nous appartiennent. Et à travers ça, on peut relancer l'économie africaine. Nous avons aujourd'hui au Sénégal une jeunesse qui a besoin d'emploi. Nous pouvons utiliser ça pour relancer l'économie. Mais au lieu de ça, nos chefs d'État ne pensent qu'à une seule et unique chose. Pour relancer l'économie, ils pensent que la meilleure façon de le faire, c'est d'aller emprunter, s'endetter encore, d'endetter l'Afrique et d'endetter les générations à venir. Alors qu'aujourd'hui, la solution, elle n'est pas là. Ce n'est pas d'endetter l'Afrique, ce n'est pas d'endetter le Sénégal. C'est aujourd'hui de nous servir de nos ressources que nous avons déjà sur place, de nos acquis. Avec ces acquis-là, on peut produire, on peut reproduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en Afrique, tout ce qu'on va acheter à l'étranger, on peut le fabriquer nous-mêmes. Nous avons les ressources. Et à travers ça, on peut utiliser notre expertise, on peut utiliser notre jeunesse et on peut relancer notre économie par rapport à ça. En gros, pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour relancer l'Afrique, il faudrait se servir nous-mêmes de notre expertise, de nos ressources, de notre agriculture, de notre énergie, voilà, de tout ce qu'on a déjà acquis sous nos pieds. Parce que sous nos pieds, nous avons de l'or, du diamant, du zircon, du pétrole. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à nous endetter. Je pense que voilà, nous n'avons pas trouvé malheureusement la bonne technique avec nos dirigeants. Et peut-être que la génération à venir, sous peu, pourra décanter la situation. C'est vraiment intéressant, monsieur. Je n'en discute bien pas. Mais vous savez, les pays les plus développés, par exemple les États-Unis ou bien par exemple la France, quand même, c'est les pays les plus endettés au monde. Donc, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela, monsieur? Oui, mais vous savez, les États-Unis ou la France, tout dernièrement, a emprunté. Hein, tout le monde emprunte. Mais vous savez, quand la France emprunte, quand les États-Unis empruntent, ils empruntent de l'argent pour un secteur, pour l'éducation, pour la santé. Ils mettent cet argent-là dans ce secteur-là. Ce qui est différent de l'Afrique, ce qui est différent de certains pays africains. Nous sommes aujourd'hui confrontés à des détournements de deniers publics. Nous sommes confrontés à la corruption, nous sommes confrontés à la concussion. Et ces choses-là font que toutes ces sommes d'argent qui sont empruntées à l'argent ne vont pas dans les secteurs où ils doivent être allés. Donc forcément, pendant 50 ans, nous n'avons pas d'hôpitaux de plateau qui nous permettent de soigner nos dirigeants qui sont obligés d'aller se soigner aux États-Unis. Mais aujourd'hui, les États-Unis, la France, on essaye de leur ressembler. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'eux, sur 30 ans, ils ont su se développer tout seuls avec de l'argent emprunté. Et ils ont su travailler et rembourser. Mais derrière ça, vous prenez la même somme que vous octroyez à un pays africain. Qui s'enrichit? Les chefs d'État? Qui s'enrichit? Les dirigeants uniquement. C'est pas la population souffre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une population qui est dans certaines zones rurales ne peut pas bénéficier de cet emprunt-là. Je parle dans ce sens-là. Alors que si les chefs d'État, si les leaders que nous avons pensaient un peu plus à la population, je pense qu'on souffrirait moins. Voilà. Je pense qu'on souffrirait moins dans ce sens-là. Et les États-Unis, la France ne sont pas comparables à l'Afrique, ne sont pas comparables au Sénégal ou au Gabon. Voilà. C'est deux continents différents, c'est des mentalités différentes, c'est des réalités différentes, mais c'est aussi des priorités différentes. Les chefs d'État des pays européens ont des priorités différentes. Vous prenez un exemple sur Vladimir Poutine. Il a des priorités différentes qu'un autre chef d'État africain. Vous prenez Emmanuel Macron, il a des priorités différentes. Voilà, c'est ça. C'est le leadership. C'est important, hein, c'est le leadership. Aujourd'hui, les présidents africains ont des priorités différentes que les présidents occidentaux, malheureusement. Ok, monsieur. Parlons du Sénégal, monsieur. Pensez-vous qu'un seul et unique cadre unitaire citoyen pourrait changer la gouvernance au Sénégal? Alors, un seul cadre unitaire. Vous savez, le problème que nous avons au Sénégal, c'est que nous sommes en politique, hein, en majorité, nous sommes désunis.
Nous avons des mouvements par-ci, des partis politiques par-là, des coalitions qui naissent du jour au lendemain et qui sont dissoutes. Voilà, c'est ce problème-là que nous avons. Aujourd'hui, en 2020, si nous arrivons, par exemple, pour les prochaines échéances, en 2024, si nous réussissons à nous réunir autour d'un cadre, autour d'un seul cadre, nous pouvons déjà, dans un premier temps, nous dire que voilà, aujourd'hui, nous pourrons porter un seul unique message, un seul unique projet. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, forcément, porter un seul unique candidat. Mais si nous n'arrêtons pas de nous bagarrer entre politiques, entre hommes d'État, et forcément, dans ces politiques-là, dans ces hommes d'État, vous avez des brebis galeuses, des gens qui, en dessous, travaillent pour l'opposition et pour le pouvoir. Donc oui, un seul cadre peut permettre à l'opposition sénégalaise ou à la nouvelle génération qui est issue de la société civile de porter un seul et unique projet et pourquoi pas un seul et unique candidat. Moi, ce dont je rêve, c'est qu'aujourd'hui, que l'Afrique, que les pays africains soient gérés par une autre personne qu'un leader politique, une personne sortie de nulle part. Vous pouvez prétendre à la présidence de votre pays. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de ce cadre-là, dire qu'un président est forcément issu des grandes écoles, est forcément une personne. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est fini ça. Aujourd'hui, vous pouvez être président, Aladi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il suffit juste de porter un message pour la jeunesse de votre pays. Il faut que vous soyez conscient que les choses peuvent changer par vous-même et avec votre peuple. Oui, mais c'est possible de porter un message avec un seul et unique cadre. Vous savez, être président, ce n'est pas facile du tout. Je pense qu'on doit avoir un président qui a de l'expérience, qui est à la mesure, monsieur. Avoir un président qui n'a pas d'expérience, qui ne connaît pas exactement la Constitution ou bien les lois, c'est un peu différent par rapport à quelqu'un qui connaît la Constitution, qui a fait des études supérieures. Je pense que très bien avoir un président qui a cette expérience, ça permet au pays de se développer. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, Aladi, les élites que nous avons, ils sortent des grandes écoles. Ils ont de l'expérience civile et militaire. Ils ont une expérience pour la gestion gouvernementale, mais c'est les plus grands corrompus. Aujourd'hui, c'est eux qui gèrent l'Afrique, mais c'est eux qui vendent l'Afrique. Ces mêmes personnes-là qui nous gouvernent aujourd'hui nous ont réduits à la pauvreté, nous ont relégués au rang de 25e pays le plus pauvre. Donc, est-ce que c'est avantageux d'être un élite? Est-ce que c'est avantageux? Non. Ce n'est plus exemplaire aujourd'hui de sortir des grandes écoles, de retourner dans son pays et de dire « je veux être dirigeant ». Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit souvent que les personnes qui sont sorties des grandes écoles ou qui viennent de l'étranger ne connaissent pas les réalités de leur pays. C'est juste que la personne qui est restée au village, l'agriculteur, le pêcheur, ces personnes-là ont une réalité. Il faut s'adapter à ces réalités-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, quand vous êtes partie des élites et que vous ne connaissez pas les réalités de votre pays, vous ne pouvez pas gouverner votre pays, même si vous connaissez tous les grands secrets de la gestion gouvernementale. Ce n'est pas possible. Pourquoi je dis qu'un jeune peut être aujourd'hui président de la République de n'importe quel pays? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est issu du pays, il a grandi dans le pays, il connaît les réalités du pays. Le fait qu'il ait voyagé et qu'il soit revenu ne fait pas de lui un mauvais gestionnaire. Ne fait pas de lui un mauvais gestionnaire. Mais vous savez, c'est quoi qui fait de lui un bon gestionnaire? C'est parce qu'il s'est rabaissé à la hauteur de son pays et à la hauteur de sa population. Aujourd'hui, nous avons besoin de gens simples, de gens qui comprennent quels sont les besoins du peuple. Fini les grands discours, fini les grandes écoles, c'est fini. On est au XXIe siècle, c'est fini. Les mentalités ont changé. Tout le monde est instruit maintenant. Tout le monde est diplômé. Plus besoin d'être un grand monsieur pour faire des grandes choses. Il n'y a que les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires aujourd'hui. Je parle dans ce sens-là, Aladji. Ok, je comprends, monsieur. Est-ce qu'on peut dire qu'aucune politique n'a réussi à redresser le Sénégal dans son économie et sa gestion gouvernementale? Vous savez, on a eu comme premier président M. Léopold Sédar Senghor, après M. Diouf, après M. Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, nous avons son Excellence M. Macky Sall. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on
on est dans les inondations. Vous savez, vous me direz que des inondations, il en existe partout. Vous me direz qu'aujourd'hui, des hôpitaux, on devrait en avoir. Mais je pense qu'après tant d'années, après tant d'années, après tant de politiques, après tant de partis qui se sont regroupés, je pense qu'il est temps de revoir les choses en face, de sortir les cahiers et de voir qu'est-ce qu'on a appris, quelles leçons on a appris de tous ces politiques-là et qu'est-ce qu'il nous manque. Est-ce que c'est un problème de gestion? Est-ce que c'est un problème d'élite? Est-ce que c'est un problème de personnes sincères? Ou est-ce que simplement, on a la malchance d'avoir de mauvais leaders? Et oui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le changement est nécessaire. Et le changement, ce n'est pas seulement dire que oui, on veut changer Pierre pour mettre Paul. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste changer un politique pour mettre un autre politique. Il faut mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Les gens compétents, il y en a. Mais ils ne sont pas forcément des politiques. Encore une fois, je le répète. Moi, je crois que l'avenir de l'Afrique n'est pas forcément entre les mains des politiques. Notamment, l'avenir du Sénégal n'est pas forcément dans les mains d'un politique. Ça peut être une personne, tout le monde et n'importe qui. Et ça, j'y crois fermement. Je comprends votre attitude, monsieur. Donc, parlant de l'inondation, je vu le président Macky Sall a juste fait un décret concernant ce cas. Donc, je sais que le président Macky Sall, il est en train de faire quelque chose concernant ce cas. Je n'en disconviens pas. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. J'ai même vu les images. Ce que j'ai vu, c'est déplorable. Mais le président a pris des actes concernant ce cas. Alors, vous savez, elle a dit, gouverner, c'est prévoir. C'est pas attendre qu'il y ait inondation pour faire un tweet. C'est pas ça. Si aujourd'hui, un chef d'État, qu'il soit africain ou autre, hein, ne peut pas prévoir au moins les inondations, c'est qu'il n'a pas sa place au palais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, si vous avez la possibilité de passer votre vie dans les avions et d'avoir du kérosène et d'avoir un avion en location, et que dans votre propre pays, vous avez des problèmes de canalisation, je veux dire, c'est le b.a.-ba, les canalisations. C'est le b.a.-ba. Voilà. C'est des choses, c'est dans le programme d'un chef d'État. Ça, c'est des choses qui en font partie. Les inondations, c'est quelque chose qui doit se résoudre. D'accord, on ne peut pas le résoudre en 1 an ni en 2 ans, mais ça fait partie d'un programme d'un gouvernement. Et il faut le résoudre. Tous les ministres qui ont été là auraient dû aujourd'hui créer un plan. Maintenant, aujourd'hui, on n'attend pas les inondations pour déclencher un plan hors sec. Ce ne sera jamais sec. Ce ne sera jamais sec. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, par rapport à ce plan hors sec-là, ou par rapport à ces inondations-là, on est obligé, nous, mouvement citoyen sénégalais, ou vous qui sont à l'étranger, de nous-mêmes déclencher des plans pour aider les populations. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose désormais en Afrique, c'est les gens de la diaspora ou de la société civile qui s'organisent et qui aident les populations. Mais les impôts qu'on paye, ça va où? Les impôts qu'on paye, la caisse noire de l'État, elle est où? Les dettes que l'État vient faire à l'étranger, elle est où? À quoi ça sert? Donc, il y a un problème de gestion. Voilà. Maintenant, ce n'est pas pour dire que rien n'est bien. Rien n'est bien dans la gestion des chefs d'État africains. Ce n'est pas pour dire ça. Mais je veux dire, les inondations, c'est le b.a.-ba. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se pencher sur les inondations. C'est qu'il fallait anticiper. C'est comme quand l'État a besoin d'argent pour faire sa campagne, mais ils anticipent. Ils prennent l'avion, ils vont à l'étranger. Ils viennent emprunter de l'argent. Mais on anticipe dans le même sens pour les inondations. C'est tout. Il faut faire des plans, il faut faire des stratégies. Il faut faire appel à des experts et non pas à des ministres incapables. Bien. Pensez-vous que le Sénégal ou bien d'autres pays africains doivent changer de stratégie, des partenaires étrangers comme le cas, comme le Ghana et le Nigeria? Oui, je le pense. Personnellement, je le pense. Vous savez, quand vous regardez les pays de l'Union africaine, vous regardez les pays francophones et vous les comparez aux autres pays. Je pense que vous savez de quoi je parle. Oui. Vous avez voyagé, vous voyez un peu comment ça se passe au Ghana, vous avez vu un peu comment ça se passe au Nigeria. Ces pays-là ont une certaine liberté. Vous savez, c'est des pays qui respirent. C'est des pays aujourd'hui qui ont le monopole sur leur économie et sur leur monnaie. Et nous, quand je dis nous, je parle des pays francophones, nous avons besoin de respirer. Nous avons besoin d'avoir une gestion, une maîtrise de notre économie et de notre monnaie. Mais tant que nous avons
nous avons encore cette emprise de certaines grandes entreprises ou certaines forces, nous ne pourrons jamais, jamais, je dis bien, être autonomes. Et je pense que oui, nous devons nous défaire. Nous devons nous défaire de ces chaînes-là. Ça va venir avec le temps. Ça se négocie, c'est des termes. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui se défaire d'une colonisation, d'un colonisateur. On parle parce que, voilà, vous avez beaucoup de choses qui sont derrière. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez l'armée, vous avez l'économie. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, mais il faut que l'Afrique fasse tout seul. Il faut que l'Afrique arrive à produire tout seul, arrive à s'en sortir tout seul, arrive à avoir sa propre monnaie. Je ne parle pas d'une monnaie pour 8 pays africains, non. Ça encore, c'est notre arnaque encore qui a été mise en place. Je parle d'une monnaie unique pour toute l'Afrique. Ce qui n'arrange pas forcément certaines forces, il faut le dire, ce qui n'arrange pas certaines banques. Mais c'est ça qui fait la force de l'Afrique. Nous avons la volonté, nous avons la force, mais il nous faut les dirigeants qu'il faut. C'est tout simplement ça. Je comprends, l'Afrique doit prendre ses responsabilités, monsieur, mais vous savez, il faut des relations, c'est-à-dire des relations internationales. L'Afrique, les États-Unis, l'Afrique avec la France ou bien d'autres pays. Il faut qu'on négocie avec ces pays parce que moi, je pense que très bien que l'Afrique peut se développer, mais l'Afrique, d'une part, ne peut pas se développer sans les relations internationales. Qu'est-ce que vous en dites de cela, monsieur? Mais elle a dit, tu sais, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui est très important. Pourquoi pas, quand on fait une négociation, que ce soit du 50-50? Pourquoi c'est tout le temps l'Afrique qui doit avoir 10%? Au nom de quoi? Depuis que l'Afrique est l'Afrique, dans tout ce qui est mine, dans les puits de pétrole, dans tout, l'Afrique doit avoir 1% ou 10% ou 5%. Au nom de quoi? Et tout est extrait de nos terres. Au nom de quoi les négociations qu'on fait désormais avec les pays européens ou les États-Unis, pourquoi pas faire du 50-50? Les ressources viennent de chez nous. Nous avons de l'expertise. D'accord, vous me direz qu'aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Angleterre amènent du matériel. Voilà, ou bien ils ont besoin de nos ressources. Nous avons besoin, nous aussi, en contrepartie, de leur expertise. Mais pourquoi pas, aujourd'hui, négocier, avoir aujourd'hui le culot de négocier du 50-50? Ce complexe-là, il n'existe plus. Aujourd'hui, on est une génération, vous et moi et les personnes qui nous regardent, on est une génération sans complexe. Comme je dis toujours, nous n'avons plus ce complexe-là de dire oui, je suis africain. Non. Vous parlez plusieurs langues. Vous êtes allé dans les grandes écoles. C'est comme ça maintenant. La nouvelle figure de l'Afrique, c'est ça. C'est que quand on négocie aujourd'hui, l'intérêt, c'est dans les deux sens. C'est pas tu puises tous les barils de pétrole et tu me laisses juste une goutte de pétrole. Mais au nom de quoi? Donc oui, faisons appel à des dirigeants ou à des gens qui n'ont plus ce complexe-là de dire que oui, l'Afrique doit être en dernier. Vous savez, on n'est pas un continent qui a été créé pour manger. C'est ça. On n'est pas là pour tendre la main. C'est une négociation, c'est un arrangement. Chacun doit y trouver son compte. Parlons de la jeunesse africaine, monsieur. Quel est votre regard à la jeunesse africaine et pensez-vous qu'elle va relever le défi? Vous savez, la jeunesse africaine, nous avons plusieurs problèmes, il faut le dire. Il faut le dire. Nous avons des jeunes engagés, nous avons d'autres qui ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement, de ce que nous faisons. Mais nous avons d'autres jeunesses, une autre partie de la jeunesse qui aujourd'hui n'ont pas les moyens d'arriver là où nous sommes aujourd'hui ou d'atteindre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques et financiers. Et cette jeunesse-là, il faut la tirer vers le haut. Maintenant, vous avez une autre partie de la jeunesse qui n'est pas consciente, qui ne pense qu'à prendre la pirogue pour aller à l'étranger, qui ne pense qu'à s'habiller, qui ne pense qu'à s'amuser. Alors qu'aujourd'hui, tout ce que nous recherchons à l'étranger est dans nos pays, ou que nous pouvons nous-mêmes le créer. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut à la jeunesse africaine en général, c'est une conscience. C'est une conscience, mais c'est aussi une chose très importante, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de vouloir être, de ressembler à l'autre. C'est de garder nos valeurs, nos coutumes. Vous voyez ce que je veux dire?
Tant que nous essayons d'être comme les autres, nous perdons quelque chose. Mais si nous essayons de préserver ce que nous avons déjà, notre culture, nos traditions, nos ressources, si nous essayons de préserver cela et de le propager et d'en être fiers, déjà nous avons gagné un combat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que comme je dis d'habitude, les Africains sont jusqu'à la NASA. Les Africains, ils sont jusqu'à la NASA. Je parle de tous les secteurs d'activité et la NASA, on est partout. Et toutes ces personnes-là veulent rentrer chez eux, veulent servir leur pays, mais on ne leur donne pas les moyens. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas des corrompus. Parce que c'est des gens qu'on ne peut pas mettre voilà, dans des sales dossiers. C'est tout simplement ça. Mais si on leur laissait la possibilité et la chance de redresser leur pays, ils peuvent participer. La jeunesse africaine a envie de changer les choses. La jeunesse africaine a envie de rentrer dans leur pays d'origine, notamment la jeunesse sénégalaise qui est à l'étranger. Mais nous pouvons changer les choses si on nous fait confiance, naturellement. Et à défaut de nous faire confiance, nous allons devoir arracher les choses. Ok, monsieur. Est-ce que la jeunesse africaine a une part de responsabilité pour le développement de l'Afrique et comment? Ah ben Parce oui. que, comme vous l'avez si bien mentionné, la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour que l'Afrique puisse se développer. Parce que je pense très bien, 80% des Africains sont jeunes, si je ne me trompe pas des chiffres. Effectivement. Alors, forcément, les responsabilités sont partagées. Mais la chance que nous avons en Afrique, c'est que nous sommes en majorité jeunes. Nous sommes en majorité jeunes. Et donc, nous avons une part de responsabilité. Mais comme je disais tout à l'heure, il faut une conscience. Il faut une conscience. C'est-à-dire que nous sommes des acteurs aujourd'hui et nous avons le devoir d'agir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun dans son secteur d'activité doit se dire, écoutez, moi, je suis maçon, j'ai de l'expertise, je dois pouvoir le développer. Une fois que c'est développé, après, c'est le transmettre aux générations futures. Mais si tout ce que nous avons comme richesse, comme expertise, nous ne pouvons pas le développer et que nous ne pouvons pas le partager, forcément, l'Afrique s'appauvrit en richesse. Nous avons une part de responsabilité parce que la majeure partie d'entre nous, c'est pas que nous ne voulons pas travailler, mais nous n'avons pas le nécessaire pour travailler dans notre pays, dans nos pays respectifs. Elle a dit aujourd'hui, si toutes les personnes, la jeunesse africaine, qui est partagée entre l'Europe et les États-Unis, vous leur dites rentrer au pays dans un mois, je pense que les États-Unis et l'Europe vont se vider un peu, je pense. Je parle de la bureaucratie, je parle du sport, voilà. Vous dites aux Africains de rentrer chez eux et de développer le championnat, de développer les mêmes choses. Je pense que beaucoup de pays vont le sentir. Comme oui, nous avons une part de responsabilité, mais en échange, si tout a été mis en place dans nos pays respectifs, on aurait pu montrer ce qu'on sait faire. On aurait pu le donner. Mais maintenant, si tout ça n'est pas mis en place, nous avons pris la responsabilité de mener le combat, de demander à nos amis de nous accompagner et de rentrer. De rentrer avec un bagage intellectuel, de rentrer avec des idées et de pouvoir mettre en place des choses. Voilà. Parlons des solutions. Quelles sont les solutions que vous allez apporter pour un changement de mentalité au regard de la jeunesse africaine? D'abord, c'est enlever le complexe, comme je disais. On est une génération sans complexe. Il faut enlever le complexe, elle a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier, d'accord. Il n'y a pas de sous-humain. On est tous pareils. On est tous pareils. On peut tous servir dans différentes activités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut simplement qu'on se dise que nos pays respectifs ne sont pas moins que les pays dans lesquels nous sommes. C'est juste que eux, ils ont su développer quelque chose et nous, on n'a pas su le faire. Et donc, pourquoi pas essayer de le faire chez nous, tout en respectant les normes, tout en sachant que ce qu'on fait, on le fait pour nous-mêmes. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on prend de l'argent pour un secteur d'activité, qu'on le mette dans ce secteur d'activité-là. Si un médecin qui était à l'étranger veut servir dans ce pays, qu'on le laisse aller servir dans ce pays, mais qu'on lui donne les mêmes droits qu'il a eu à l'étranger. C'est important. Il faudrait simplement, pour que les jeunes puissent rentrer chez nous,
pour que les jeunes puissent servir dans le pays, il faut mettre le cadre qu'il faut. Ça, c'est la première chose. Il faut leur donner les moyens de travailler, il faut les mettre dans des bonnes conditions. Il faut leur donner le courage de travailler et il faut que les mentalités changent. Le développement, ça commence par la mentalité. Vouloir se développer, ça commence par soi-même, chez soi, et après, ça sort dans la rue, dans le quartier, dans le département, et après, c'est dans le pays. Le changement, c'est d'abord la mentalité. Là, on est tous à l'unanimité, on veut tous ressembler aux Américains, on veut tous ressembler aux Français, on veut tous ressembler aux Belges. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont civilisés. Alors que la civilisation vient de l'Afrique. La civilisation, la première des civilisations, elle vient de l'Afrique. Et sans s'en rendre compte, ils puisent de notre civilisation pour créer d'autres choses. Donc il y a un problème. Donc il faut enlever ce complexe-là. Mais il faut transmettre aux générations futures que nous avons le potentiel qu'il faut, que nous avons tout ce qu'il faut, tout est déjà prêt. Mais il faut juste avoir les gens qu'il faut pour le mettre en œuvre. Quel est votre mot de la fin? Alors, le mot de la fin que je porterai d'abord à la jeunesse africaine, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais que mon peuple, j'aimerais que les jeunes qui sont les jeunes experts, qui sont les jeunes leaders, qui sont les jeunes chefs d'entreprise, sachent que nous avons besoin d'eux pour aujourd'hui développer l'Afrique. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils retroussent leurs manches et qu'ensemble, qu'on enlève ce complexe-là et qu'on montre à tous ces jeunes chefs d'État qui nous gouvernent de l'étranger et à tous ces vieux chefs d'État africains-là que notre tour est venu et qu'il est temps qu'ils nous laissent la place. Ça, c'est la première chose. Il est temps qu'ils nous laissent la place et qu'on leur montre de quoi on est capable. Que nous sommes des jeunes leaders sans complexe et que nous avons la possibilité et le potentiel de changer nos pays respectifs et d'être au devant de la scène. Et pourquoi pas de faire des négociations 50-50 avec la France, les États-Unis et d'autres pays du monde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, monsieur. C'est tout un plaisir pour moi, en tout cas. Bon courage à toi. Je vois à travers les médias le travail que tu fais, qui est relayé un peu partout. Je te remercie pour l'occasion que tu as donnée aujourd'hui à mon mouvement de pouvoir s'exprimer, mais aussi à ma personne en tant que jeune leader africain. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission Africa View Débat. N'oubliez pas de vous abonner sur mes comptes sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Alors là, vous ne manquerez jamais une autre émission. Merci beaucoup. À la prochaine.